got that steal too. And here he goes. Here we go. PG What you got? puts Oh, on yeah! Let's play pick and roll with it. Halliburton against Beverly. Here's a long three. Halliburton got it. Yeah! Oladipo the rebound. 9 seconds, 8 seconds, 7 seconds. Oladipo to win it. Another one! He got it. Another one! Another one! Victor Oladipo has given the Pacers a 1-point lead. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un épisode de Pacers Pod, le podcast qui revient sur l'actualité chaque mois et même en playoff toutes les 2 semaines sur l'activité des Pacers et évidemment si web pour servir de Pacers Talk, mais je ne suis pas seul, je suis avec mon fidèle compagnon, mon camarade Pacers Family. Comment tu vas? Ça va super parce qu'on retourne un podcast, c'est qu'on a passé la série, donc je suis très content. Et ça veut dire que tu as gagné, parce que moi, j'avais quand même prédit un petit 4-3 Cavs. C'est vrai. Alors que toi, tu avais prédit les Pacers. Et les Pacers sont passés. Bon, il s'est passé beaucoup de choses entre-temps. Ton prono, Ouais. t'avais bien misé les Pacers, mais le score pas tellement, parce que 4-1 Pacers. On va peut-être revenir sur cette série quand même, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Parle-nous un peu de toi, je sais pas, de comment t'as ressenti cette série, qu'est-ce qui t'a impressionné, qu'est-ce qui t'a déçu? Bah franchement, cette série, elle a accentué x 10 la confiance que j'avais envers cette équipe. Là, on se retrouve dans le dernier carré, quoi. Mais le game 1, l'équipe, il est monstrueux. Ils ont pas tremblé à l'extérieur, chez les premiers de la conférence Est. Franchement, à ce moment-là, j'ai compris il y avait moyen de faire quelque chose. Ensuite, on a effectivement vu tout ce qui s'était passé au niveau des blessures. On est malheureux d'ailleurs parce que nous, on aime beaucoup affronter les équipes complètes, même tactiquement, c'est super intéressant. Mais malheureusement, c'est le jeu, ça arrive. Il y a un aspect de chance dans les runs de playoff. Je pense aux Raptors 2019 d'ailleurs, dans ce cas-là. Mais le game 2, le retour monstrueux de l'équipe avec le tir d'Haliburton, encore une fois, j'y ai pas cru un seul instant dans le match et je suis resté jusqu'à la fin et masterclass. Et je te laisse continuer, mais c'était vraiment une super série pour tactiquement sur la confiance aussi. Là, je pense qu'ils sont gonflés à bloc, ils ont plus rien à perdre et c'est tout droit. Mais c'est vrai que j'ai reçu un peu on a échangé un peu par message privé et t'avais l'air vraiment enthousiaste, hein. Quand c'était si bien passé, t'étais à fond. Donc c'est un plaisir à voir. Sur la série, moi, à la fois, je suis très content, je suis très rassuré par ce qu'a montré Indiana et je suis aussi un peu secoué, j'ai envie de dire. Parce que quand même, j'ai trouvé qu'on avait senti que les Cavs, les blessures, ça les a détruits. Évidemment qu'ils perdent des joueurs majeurs, mais j'ai même trouvé qu'au niveau du moral, enfin, j'ai pas trop vu des Cavs qui se battaient. J'ai l'impression ils avaient un peu abandonné dès le match 3, quoi. Donc de ce côté-là, je suis un peu sur ma faim. Enfin, je sais qu'on a vu des Cavs, c'était pas les vrais Cavs, quoi. C'est pas les Cavs qu'on voit en temps normal toute la saison. Donc je me dis qu'il y a un peu cet aspect-là. Mais au-delà de ça, dans le jeu, les Pacers, ils m'ont surpris sur plein de points, en fait. Je pensais pas qu'ils seraient aussi efficaces pour attaquer les Cavs. Je trouve qu'ils ont vraiment été super méthodiques. Ils ont très bien réussi. Il y a juste la zone qui leur a posé du problème. Mais sinon, le ballon circulait, il allait partout. Et puis même au-delà de ça, j'ai trouvé que Carlisle avait dominé Kenny Atkinson sur la série, quoi. Il y a beaucoup de choses qui sont passées vraiment dans le meilleur des mondes, quoi. Je m'attendais pas à ce que ça se passe aussi bien. Mais j'ai aussi cette partie de moi qui me fait dire que les blessures, ça a un peu fait un effet avalanche chez les Cavs, quoi. Ouais, franchement, cette série, elle a révélé aussi pas mal de choses parce que on l'évoquait dans le podcast concernant les Cavs, toutes les couvertures défensives qui pouvaient nous imposer. Là, en demi-finale de conférence, face à une équipe vraiment complète des deux côtés du terrain, on a vu que le leader de notre équipe, Tyrese Haliburton, c'était vraiment compliqué de lui imposer une défense parce qu'il trouvait tout le temps la faille, que ce soit sur une Mm. défense en switch, que ce soit sur du drop, il est puni facilement. Si on fait une prise à deux sur lui, il la voit venir à des kilomètres, le ballon il est vite donné, c'est là que je vois qu'on a vraiment, enfin, je le savais,
Mais à ce niveau-là de la compétition, on a vraiment un putain de diamant dans l'équipe, quoi. Hmm. Et on peut vraiment s'appuyer sur lui pour construire. Ceux qui avaient des doutes, je pense, sur son niveau de jeu, je pense que bah là, Tyrese est en train de le faire mentir. Tous ceux qui disaient que Siakam était le franchise, c'est vraiment pas le cas pour le coup. Alors que j'aime beaucoup ce que fait Siakam, attention, hein. Mais Tyrese, c'est un top 15 NBA les yeux fermés et on va voir jusqu'où il pourra aller. Et bah pour revenir un peu sur ce que tu dis sur Tyrese, qui était les Cavs ont rien trouvé, je trouvais que même dans la globalité, sur les playoffs, on n'a pas vu une équipe pour l'instant, enfin face aux Pacers, réussir à trouver des solutions contre l'attaque des Pacers. On a eu la zone 3-2 qui a bien marché côté Cavs, mais Carlisle, en un match après, il a démolissé complètement, quoi. Donc l'avantage qu'on a côté Pacers, c'est qu'on n'a pas encore vu, il n'y a aucun retour d'expérience de choses qui ont marché contre cette attaque d'Indiana. Donc pour l'instant, Indiana a une largeur d'avance en attaque et je m'y attendais pas autant, tu vois. Parce que oui, Indiana était resté quand même cette année dans la top 10 défense, pardon, les top 10 attaques de la ligue, donc tu savais que l'attaque était quand même assez bonne. Mais en playoff, là, c'est la meilleure attaque des playoffs avec une bonne marge, quoi. Ok, peut-être les adversaires un peu moins forts, mais tout le monde, ça shoot à 40% de loin, tout le monde est là. Le mouvement de balle est absolument exceptionnel. Pour des playoffs, c'est surprenant quand même. Donc ça aussi, c'est vraiment peut-être le truc qui m'impressionne le plus. C'est que Mm. bah, Indiana commence à attaque, en playoff, c'est fort. Ouais, je crois qu'on a un différentiel de plus 6 là, durant ces playoffs, donc c'est vraiment génial. On est sur la continuité de tout ce qu'on fait en janvier. Et tu fais bien de parler de l'attaque des Pacers plutôt que s'accentuer sur Liberton, parce que c'est vraiment, j'en parle beaucoup, beaucoup, mais le mouvement là, le jeu de Rick Carlisle de mouvement qui est mis en place Mm. depuis qu'il est arrivé, enfin, ça a pris du temps puisque pour arriver à ce niveau-là, faut du temps, surtout avec les intégrations de joueurs comme Siakam. C'est vraiment génial. Et je vois pas, enfin, on va voir hein, la suite. Ça se trouve qu'on va se faire balayer, hein, je sais pas, mais le jeu proposé, en tout cas, je vois personne qui joue mieux que nous cette capacité à se passer le ballon, à trouver les tirs ouverts tout le temps. L'intensité sur les 48 minutes, c'est fou. Et ça fait rêver d'aller au bout, quoi. Je pense que les gars sont dans ce mood-là actuellement. On peut le faire, on peut le faire, on peut le faire. Quand tu vois ce qui est proposé sur le terrain, je suis d'accord avec eux. Il y aura peut-être une prochaine preview, tu es en train de me dire, c'est ça que tu essaies de me dire? Euh, tous Non, mais tous ceux qui écoutent le souhaitant. non, mais oui, aussi, je trouve qu'il y a vraiment ce truc où la construction d'équipe, elle est bonne. Carlisle, toute la stratégie est cohérente, tout ce qu'il a construit en attaque est cohérente avec les bons joueurs. Mais en plus, tu as aussi ce côté chance où bah, Andrew Nembhard et Aaron Smith ils sont absolument en feu total, Miles Turner aussi. Bon, après, j'aime pas trop ce terme en feu total, je suis désolé de l'avoir utilisé parce que je pense que euh, c'est pas juste un facteur extérieur, il y a beaucoup de travail et eux, ils sont aussi dans une mentalité qui leur permet de jouer ce jeu-là. Mais je trouve que on a le cumulé du talent, de l'intelligence du coaching, mais aussi un peu de ce côté positif de bah oui, parfois les joueurs ils sont super motivés et les tirs rentrent. Donc, mais ouais, hâte de voir un peu sur les prochains tours parce que on va avoir des adversaires qui sont quand même aussi un peu. Enfin, plus tu montes haut maintenant dans les derniers carrés, plus les adversaires vont être motivés, plus ils vont être combatifs et tout. Donc c'est un vrai point, je trouve. Là, on arrive à un moment où tout le monde sent qu'il y a un peu une chance d'aller au titre. Donc c'est de la vraie bataille. J'ai vraiment hâte de voir la suite là. On est tous hypés, je pense. Vraiment. Ouais. Et on a 8 jours d'attente hein, là entre le Game 5 gagné par Indiana contre les Cavs et le prochain Game 1, il y a 8 jours d'attente. Donc là, bon, il reste encore Dire quelques que jours pour c'était nous. long, dire que c'était long Ouais, entre Bucks Cavs. Là, bon, j'ai redit la même chose que j'ai dit au dernier podcast. Ça permet de voir les autres séries. Mais nous, on veut voir l'Indiana Pacers en action. mais bon, ça permet de se reposer. Ouais, c'est Et important. puis, ça leur a permis de aussi regarder les matchs parce que du coup, maintenant, on sait qui seront nos adversaires. Ce sera les New York Knicks. Mm. Et Indiana a quand même eu certainement beaucoup, beaucoup de temps à se préparer déjà, à analyser ce jeu des Knicks. Bah, surtout que c'était quand même l'équipe qui était vachement pressentie, hein. Dès qu'ils menaient 3-1, il y avait quand même de grandes chances que ce soit eux les adversaires des Pacers. C'est clair. Euh, Est-ce que je te lance sur les Knicks? Ou tu as quelque chose un peu à dire peut-être envie de parler de certains joueurs sur cette série
Ah, il y a peut-être un Non, je joueur dont pense j'aurais voulu qu'on... parler. Bah vas-y. Bon, ce sera très rapide, mais j'ai quand même envie de donner beaucoup, beaucoup de crédit à Thomas Bryant. Voilà, c'est ma wildcard du jour. Les playoffs de Thomas Bryant, alors que je pensais qu'il jouerait 0 minutes. Et bah waouh. Ouais, non, voilà, je voulais juste dire que protection de cercle, l'agressivité, il fait aucun choix débile, alors qu'on l'a vu toute la saison faire des choix débiles. S'il y a bien un joueur sur ces playoffs que je m'attendais vraiment pas à voir à ce niveau-là, c'est Thomas Bryant. Son Game 5, là, les 3 dunks, la protection d'arceau et le tir à 3 points, j'étais en feu total. Là, c'est vrai, j'ai vu que tu en avais parlé sur X, sur Twitter. C'est vrai il est plutôt solide en backup de Turner. On en avait besoin parce que c'est le seul vrai Mm. big qui peut compenser les minutes quand il est off, quoi. Parce qu'on avait un certain Isaiah Jackson, mais qui s'est blessé toute la saison, malheureusement. Mais même, c'est pas le même type de joueur. Il est plus long, plus grand, qui se rapproche plus du profil de Turner d'ailleurs. Donc c'est cool qu'il soit à ce Mm. niveau-là et ça reflète un peu le niveau de l'équipe au global, quoi. Tout le monde est concerné, tout le monde joue à un super niveau de jeu. Donc pourvu que ça dure. Parce qu'on en aura Ah, besoin face aux méchants. Thomas Bryant, on l'oublie beaucoup, mais l'expérience, il est bagué avec les Lakers, où il a quand même un rôle décent quand il joue avec les Lakers. Donc il a aussi c'est un peu ce rôle de vétéran. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Avec les Lakers, j'ai un doute. J'ai sous les yeux euh, champion 2023. Ah, ça va être les Nuggets, pardon, tu dois avoir raison. Ouais, je crois que 2023 c'est les Nuggets. avec les Nuggets, pardon. Lakers, il était juste avant Lakers. Mais voilà, il est bagué. Oh, donc, sacrée Et expérience. oui, il est bien bagué. Ça, Surtout avec le run qu'ils ont fait Denver, il a des souvenirs plein la tête, je pense, hein. bah, parce que tu m'arrêteras, mais il n'y a pas forcément de joueurs bagués à New York. Il n'y a personne qui a eu une bague encore à New York, là, dans l'équipe que je vois. Pouh, alors. Ah si, il y a Odi Oui, Anunoby, il était oui, bagué, OG, évidemment. avec les Raptors. Mais PJ Tucker, il a fait que des finales de conférence. Donc, attention, vous avez Odi Anunoby, on a Thomas Bryant. PJ Tucker, il l'a pas prise avec les Bucks? Si, je crois qu'il l'a prise avec les Bucks, Ah je ouais? crois. Mais bon, c'est vraiment quelqu'un qui joue pas, donc Oui. ouais. Ah oui, il l'a prise avec les Bucks, Ouais. t'as raison, waouh. En jouant, il a joué... Attends, en playoff, est-ce qu'il a joué pour combien de Normalement, ouais, minutes? il était encore bon. Ah, il jouait 30 minutes par match, hein. Ah ouais, non, C'était non, sa dernière bonne saison, quoi. t'as raison, je me souvenais plus. Bon, je te lance sur les Knicks. Let's Peut-être, go. t'as envie un peu de les présenter? Allez, c'est parti. Pacers Knicks. Une série mythique, hein. S'il y a des anciens qui nous écoutent, ils auront de sacrés souvenirs, j'imagine. Et c'est une série la deuxième fois de suite pour le coup, demi-finale l'année dernière, Mm. finale de conférence maintenant cette année. Peu auront parié cette finale, hein, pour le coup. Boston et Cleveland étaient vraiment attendus. Mais non, c'est la rivalité historique qui prend le pas. Donc les Pacers, bon, on les connaît un petit peu, je vais les représenter. Je vais évoquer les ratings comme j'aime bien faire. Donc 9e attaque cette saison, 14e défense, le 13e net rating. Depuis janvier, comme je l'ai fait sur le podcast pour Cleveland, parce qu'on a très très mal commencé, 7e attaque depuis janvier, 9e défense depuis janvier, le 6e net rating. Donc un net rating d'outsider, je l'ai évoqué aussi sur les réseaux. Concernant les Knicks, 5e attaque au global sur cette saison, 13e défense et le 8e net rating. Donc eux, c'est un peu l'effet inverse. Ils ont une grosse blessure de Jalen Brunson qui a impacté leur attaque, parce que c'est vraiment le moteur offensif de ces Knicks. Donc si on regarde aussi depuis janvier, 16e attaque à cause de la blessure, 16e défense, 15e net rating. Donc eux, c'est l'effet inverse. Faut plutôt regarder au global. C'est vrai que ouais, quand j'ai vu le 16-16, ça m'a un peu choqué, quoi. Depuis janvier, en plus, c'est quand même presque une moitié de saison. Hmm. Mais après, je trouve que ça reste logique où Indiana a quand même fait une grosse, grosse remontée et a fini à un match des Knicks à la fin de saison, quoi. Donc Indiana, oui, c'est légitime de dire qu'ils aient été meilleurs sur la deuxième partie de saison, mais évidemment, il y a cette blessure de Brunson, comme tu parles. Après, la blessure de Brunson,
ne justifie pas tout non plus, parce qu'il n'a pas raté tous les matchs depuis janvier, il me semble. Je sais pas combien il en rate, mais je crois qu'il doit en rater maximum une quinzaine, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, il en joue 65 au global cette saison, donc il est éligible Donc, ouais. d'ailleurs pour les récompenses. Il est revenu au dernier match pour faire son éligibilité. C'est ça. Mais ouais, effectivement, blessure qui n'explique pas tout. Donc plutôt une baisse de régime pour les Knicks en fin de saison, contrairement aux Pacers, on va dire. Après, sur leurs playoffs, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Tu vois, Jalen Mm. Brunson a l'air vraiment à fond. Je dirais pas qu'ils font des playoffs éclaboussantes, mais je pense qu'ils sont contents d'être là où ils sont actuellement, quoi. Finale de conf, t'arrives à gagner en 6 matchs face à une équipe de Détroit qui t'a vraiment bouleversé un peu, hein, parce que le début de série, Détroit, tu te disais, mais attends, mais là, ils vont gagner la série, quoi. Mais New York a quand même bien fait le travail. Et un peu dans l'autre sens, face aux Celtics, où c'est eux qui vont chercher les 2 premiers matchs, mais vraiment dans le money time, alors qu'ils ont passé tous les matchs menés, quoi, en se battant comme des fous furieux. Un peu à la Pacers, quoi. Donc, ouais, et après, t'as la blessure de Tatum qui les aide bien, même s'ils avaient quand même déjà fait une bonne partie du taf, quoi. Ouais, clairement. Donc, eux, ils ont quand même un chemin peut-être un peu plus compliqué, un peu plus aussi long, parce que ouais, ils ont quand même fait plus de matchs. Nous, on a réussi à finir 2 séries en 5, c'est pas mal. Eux, ils ont fini les 2 en 6, contre des adversaires qui étaient parfois un peu plus physiques. Normalement, ils devraient être dedans, quoi. Là, ils ont fait 2 séries qui étaient assez compliquées, dures, où ils ont dû se battre et ils ont réussi à se battre. Je trouve ça intéressant quand même de regarder ce qu'ils font en playoff, parce que je voyais quand même leur jeu est très différent quand tu regardes comment ça se joue. Et je parlerai un peu plus tard du jeu des Knicks, parce que je pense que ça va être une grande question sur comment est-ce que tu joues ces Knicks-là en finale de conf. Bon, on peut parler du jeu, on peut se lancer d'ailleurs. Concernant les Knicks, contrairement aux Cavs, je vois déjà, on l'a beaucoup évoqué dans le podcast concernant les Cavs, 2 équipes qui se ressemblaient beaucoup sur plein de points, etc. Là, pour le coup, c'est pas trop ça, j'ai l'impression. Je sais pas si t'es d'accord avec Il n'y moi. a rien qui se ressemble, hein. Non, il y a rien. C'est l'opposé. Ouais. Pour moi, c'est l'opposé. Moi, le premier truc déjà la chose la plus flagrante, pour moi, c'est les rythmes de jeu. Si tu regardes au global cette saison, les Pacers, j'aime plus trop parler de pace au fur et à mesure des années, parce qu'il y a beaucoup de choses qui impactent. Donc, je préfère parler de possession jouée. Donc, au global, les Pacers sont les 5e équipes qui a joué le plus gros total de possession. Les Knicks sont 24e. Donc déjà, il y a un sacré delta au niveau de comment jouent les équipes. D'ailleurs, parlant de possession, je rappelle juste un point concernant une possession en elle-même. La possession, c'est... Comment dire? Quand on parle de bataille de possession, jeu de possession, à la fin du match, il y aura tout le temps une possession d'écart entre les 2 équipes. Il n'y a pas des possessions en plus. Il y a tout le temps des possessions qui se prolongent. C'est juste une petite nuance à apporter. C'est assez important, je trouve. Oui, non, c'est vrai. Donc je disais, concernant les jeux des possessions, du coup, je vais en parler. Les Pacers jouent le jeu des possessions en essayant de shooter le plus de fois possible sans perdre le ballon. On connaît le jeu des Pacers maintenant, hein. Et à ce jeu-là, ils sont vraiment forts. Ils optimisent la possession en tentant un tir absolument le plus ouvert possible, le plus rapidement possible. Indiana, c'est la 3e équipe qui tente le plus de tirs ouverts par match. Donc logiquement, le tir avec le plus de probabilité de faire ficelle, normalement. Et en parallèle, c'est la 3e équipe qui perd le moins de ballons. Donc le tout en étant très efficace au tir. Il y a beaucoup d'éléments qui font que, hein. Nembhard, Haliburton, McConnell, ils simplifient beaucoup la vie de ces gars-là. De l'autre côté, on parle de différence des 2 équipes. Les Knicks, c'est exact opposé. Donc je disais au niveau des possessions jouées, 5e le plus pour les Pacers, les Knicks 24e. Il y a peu de transition, remontée de balles lentes, essentiellement de l'attaque sur demi-terrain, avec un jeu tourné vers l'obtention du rebond offensif notamment, si le tir est raté, pour prolonger justement la possession, j'en parlais. Et ce qui est intéressant de regarder, je trouve, concernant ces styles d'équipe, comme les Rockets et Knicks, c'est le nombre de points par possession. Les Knicks sont 5e cette saison. Donc ils prolongent vraiment la possession en étant efficaces, sachant que eux aussi ils perdent pas beaucoup de ballons. Leur modèle il fonctionne plutôt bien. Désolé pour le monologue, il est bientôt fini.
Et à la différence d'Indiana, qui est la troisième équipe tentant le plus de tirs ouverts, les Knicks, eux, sont 28e. La majorité de leurs tirs sont des tirs qui sont qualifiés plutôt de difficiles ou ouverts, sachant que quand on catégorise ce type de tir, il y a très difficile, difficile, ouvert et wide open, grand ouvert. Les Rockets, par exemple, ils ont le même style que les Knicks et ils sont numéro 1 en tir très difficile. Mais ils n'ont pas du tout le même moteur offensif ni le Mécanique. spacing. Mm. Donc on avait vraiment deux équipes qui se ressemblaient beaucoup beaucoup avec les Cavs. Là, je vois vraiment pas beaucoup de différence. Je te laisse Pas parler beaucoup de enfin. ressemblance. Non? Pas beaucoup de ressemblance, tu voulais dire? De ressemblance, pardon. Ouais. Ouais, non, les équipes sont très différentes. Et encore, je trouve que tu parlais du jeu de possession et un peu de la vitesse et tout ça, mais j'ai trouvé qu'Indiana avait été très fort pour imposer son rythme dans les 2 premières séries. Là, on a vu les Cavs, ils ont pas essayé de ralentir le jeu, ils se sont dit: «Ouais, Indiana joue vite, on va essayer de les suivre» et en fait, ils subissaient un peu, ce style de jeu qu'Indiana voulait faire en multipliant les possessions, en essayant de trouver des tirs ouverts. Et là, ça va être étrange, je pense, parce que je pense pas que tu puisses faire entièrement subir à New York leur imposer ton rythme, parce que les rythmes sont totalement diamétralement opposés. Mais ouais, je me suis un peu regardé quand même, je pense que j'ai commencé directement à un peu approfondir dans comment les Knicks jouent ce parquet, mais moi j'ai regardé un peu les matchs, les résumés de ce qu'ont fait les Knicks sur ces playoffs, beaucoup. Et ce qui m'a beaucoup surpris, je sais pas si tu l'as remarqué un peu, c'est que bah, ça fait pas beaucoup de passes, et je trouve rien que dire ça, c'est un euphémisme, quoi. Sur ces playoffs, j'ai beaucoup vu des Knicks jouer des 1v1, quasiment exclusivement. Des enchaînements de 1v1, chacun son tour, prend la balle, essaie de jouer. J'ai pas vu beaucoup d'écrans, j'ai pas vu beaucoup de mains à main, j'ai pas vu beaucoup bah, de drive and kick, de passes. Et quand j'ai regardé statistiquement, ça ne voyait pas forcément beaucoup. Je sais pas, je trouve aujourd'hui dans l'NBA actuelle, c'est très étrange de voir ce genre de jeu-là. Est-ce que tu as ressenti ça? Parce que même statistiquement, en tout cas, ça se voit. Ils étaient à 28 passes de moyenne en saison régulière. Et là, sous les playoffs, ils sont passés à 19. Mm. Bah, je suis d'accord avec toi visuellement. Après, ils ont vraiment l'un des joueurs qui est le plus capable d'aller au cercle sans avoir besoin d'écran. Bronson, Mm. c'est une de ses qualités premières, de pouvoir drive sans avoir besoin d'écran, prendre le dessus sur son défenseur, parce il est quand même très physique, ce joueur. Quand il souhaite faire la passe, c'est vraiment, enfin, il est plus axé scoring, hein, on le sait, mais quand il souhaite faire la passe, c'est plutôt qualitatif quand même. Passeur sous-côté, je trouve, Jalen Brunson. Mais ouais, effectivement, ils ont vraiment, c'est assez héliocentré comme équipe, hein, comme un peu Mm. les Bucks sans Lillard, quoi, ou les Cavs qui est sans Garland qu'on vient d'affronter, du coup, donc on a un petit historique maintenant. Mais ouais, c'est pas mal héliocentré pour Bronson qui fait son jeu et que s'il est doublé, bah là, il fait la passe, effectivement. Mais je suis d'accord avec toi ouais, dans l'ensemble. Pour autant, je trouve qu'ils sont pas très efficaces sur ce modèle de jeu-là. Aussi probablement parce qu'ils sont tapés quand même Détroit et Boston, qui sont des grosses défenses, donc à voir. Mais quand tu regardes justement les questions de points par possession pour l'efficacité, ou même l'efficacité sur les pull-ups, bah pour l'instant, New York, c'est pas forcément super efficace. Après, c'est les playoffs, évidemment, il y a un peu cette rugosité où, bah, au niveau, les pourcentages de tirs ont tendance à baisser. Il y a que Indiana où ça baisse pas et c'est un peu un ovni, quoi. Mais ouais, moi, ça m'a vraiment mis curieux, quoi, parce que en restant angulaire, je me souvenais pas autant voir cette équipe héliocentrique. Et puis surtout, quand je vois l'équipe sous le papier, je me dis, peut-être que faire bouger le ballon, ça pourrait être intéressant, quoi. Mais à voir, peut-être aussi, je reste un peu convaincu, et ça, malheureusement, j'ai pas assez donné dessus, mais c'est aussi en partie parce que t'as peut-être pas envie de switcher face à Boston, t'as peut-être pas envie de. Enfin, que les défenseurs de Boston switchent sur toi, des questions comme ça, qui font qu'ils ont. L'héliocentrisme était vraiment au centre de la stratégie. Mais ouais, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils jouent Indiana, parce que bah, peut-être je peux lancer dessus, mais est-ce que finalement, t'as pas plutôt envie de voir Indiana défendre un modèle héliocentrique ou défendre en 1v1 plutôt qu'essayer de voir des défenses collectives s'organiser? Je sais pas, un peu ce truc-là où est-ce que tu as envie qu'ils défendent beaucoup de passes, ou est-ce que tu as plutôt envie qu'ils défendent des 1v1 de Brunson en boucle? Bah moi, ça m'arrange parce que comme je l'évoquais, là, on a un peu eu l'historique avec Giannis et Hmm. Mitchell et ça s'est plutôt bien passé.
Donc si les Knicks sont amenés à... Après, c'est un peu leur jeu, donc je pense pas qu'ils vont se dénaturer, pardon. Ils vont vraiment aller dans ce sens. Moi, ça me va très bien. J'ai vraiment l'impression qu'on s'est adapté. Tu parlais tout à l'heure du style qu'on imposait à notre adversaire. L'année dernière, on avait fait ce même podcast avec Baptiste du Drip Cash Show. Mm. On a eu un débat plutôt sympa sur est-ce que les Pacers vont vouloir foncer en transition avec la menace du rebond offensif des Knicks face aux Bucks qui sont des moins bons rebondeurs, les Cavs un petit peu mieux. On a vraiment imposé notre style et face à un joueur héliocentrique comme Mitchell, il nous a fait du mal, mais j'ai vu des choses quand même intéressantes notamment au game, si je dis pas de conneries, 4. Je crois que c'était le game 4 où j'ai vu beaucoup de couvertures défensives différentes du switch, du edge et beaucoup de stun. Donc c'est un joueur qui coupe la route, je sais pas comment l'expliquer, un joueur qui pourrait couper la route, la ligne de drive à l'attaquant qui est en train de driver pour le dissuader d'aller au cercle. Voilà, j'espère que c'est clair. Il fait un screamer, quoi. Il sort de l'écran, il fait Waouh! Et C'est après, ça, il part se replacer un peu en défense, quoi. Il essaie juste de faire peur à son adversaire et après, il revient sur son joueur en arrière, quoi. C'est ça, exact. Mais pour le coup, Bronson, il est fort pour gérer ces situations, mais je nous ai vu quand même capable d'en proposer pas mal. Et je trouve d'ailleurs Ali Burton pas mal dans cet aspect défensif. Ali Burton sous-côté défensivement, on le rappelle. Mais ouais, dans l'ensemble, je suis d'accord avec toi, ouais. Je suis plutôt partisan de défendre un attaquant héliocentrique comme Bronson plutôt que une attaque organisée comme on l'est. Et on voit que ça fait plutôt mal, hein. Mm. Ouais, et puis l'année dernière aussi, ça nous avait bien aidé. Après, évidemment, les blessures, on va pas se mentir que quand tu dois porter à tout seul le poids de ton équipe, ça fait mal. Mais ouais, je pense aussi que ce sera comme ça qu'il faudra faire. Parce que les Knicks, ça quand même beaucoup. Les Knicks, souvent, c'est quand ils veulent, ils te démolissent, quoi. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de matchs où ils sont pas trop motivés. Et donc, t'as peut-être envie finalement de pas trop donner des raisons aux coéquipiers de Bronson de se motiver, quoi. T'as peut-être envie de dire, bon, allez, on va tout couper. Bronson, il va nous en mettre 45, mais ça le fera. Et puis oui, comme tu dis, on a l'historique, ça marche, quoi. La question qui vient derrière, je trouve, c'est comment tu défends Bronson, quoi. Qui tu mets Toi, tu parlais évidemment des différentes sortes de couvertures qu'on pouvait faire en sortie d'écran, mais si on parle vraiment de homme à homme, qui c'est que tu mettrais en défense sur Est-ce que tu pars du principe que Nesmith, ça a marché l'année dernière, donc on retente? Bah, les match-ups, c'est peut-être le truc le plus intéressant là du podcast qu'on va évoquer. Si on parle, alors si on peut faire un truc de homme à homme, je sais pas si toi tu t'es noté quelque chose. Je les ai en tête. Donc moi je mettrais bien Nesmith effectivement sur Bronson par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière. Le coffre et la longueur de Nesmith l'avait pas mal embêté à partir du game 3 si je dis pas de bêtises, parce que c'était d'abord Nembhard qui était sur lui. Donc au moment où on commençait c'était le game 3 où on l'a pris, du coup on était mené 2-0, si je dis pas de conneries. Le buzzer. Ouais, Le buzzer d'Andrew Nembhard. le fameux. Enfin, pas le buzzer, mais le step back Oui, ouais, sur ouais, Bronson. le game winner. Le euh, series winner, quasiment. je te jure. Ouais, je serais partisan de mettre plutôt du Nesmith, moi, sur Bronson, dans un premier temps. Je suis d'accord, mais je trouve, moi, c'est ce que je ferais, je pense, pour voir. Mais je trouve quand même, Nembhard a fait des gros progrès, je trouve, sur pas mal d'aspects quand même défensifs. C'est plus le même défenseur que l'année dernière, mais aussi, Nembhard, t'es content de l'avoir souvent loin du ballon, off-ball, comme on dit, parce que lui, Mm. il voit les lignes de passe, souvent, il vient bien aider. Et puis, peut-être que le corps un peu physique d'Andrew Nembhard, moi, je le garderais bien pour défendre les autres, tu vois. Ça peut être aussi un truc, tu vois. Évidemment que tu préfères prioriser la défense sur. De Smith plutôt, du coup. Non, je trouve que Nembhard, il a cette force en lui. Nesmith, tu vois, pour moi, c'est un défenseur qui peut, oui, te prendre au physique et qui est très bon, je trouve, en vitesse. Mais je trouve qu'Andrew Nembhard, par exemple, sous les gars qui jouent un peu au post-up, comme tu parles des Mikal et tout, Mm. bah, je trouve que c'est pas plutôt pas mal. Donc, je trouve que, je sais pas si, je pense que Andrew Nembhard pourrait aussi bien défendre Bronson, mais qu'en mettant Nesmith sur Bronson et en gardant Nembhard pour défendre les autres, t'as un peu cette sorte de compromis
qui marche bien des deux côtés, quoi. Après, ouais, il y aura beaucoup d'alternance entre les deux. C'est sûr que ça serait les deux Mm. points, les deux défenseurs principaux de Brunson. Ouais. Moi, ce que j'aime bien avec Nesmith, je suis d'accord avec toi sur le post-up. Je vois très bien de quoi tu parles. Au niveau des pecs, là, Nembhard est très solide pour encaisser le contact. Et Nesmith aussi, j'aime plutôt bien. Mais Nesmith, je prioriserais quand même parce que la longueur de bras, je trouve ça vraiment important parce que Ouais. Brunson, il shoot beaucoup, beaucoup par-dessus. Si on peut dissuader au mieux, si Nembhard, il a quelques centimètres de longueur de bras en plus, c'est un monstre défensivement. Mais pour ça, je mettrais Nesmith. Après, sur le point of attack, enfin le point of attack, c'est un peu la menace principale adverse, on va Mm. dire, celui qui a souvent le ballon en main. Carles, ce qu'il a beaucoup fait cette série contre les Cavs notamment, et ce qu'il a beaucoup fait, c'est alterner. Comme on a vu Donovan Mitchell, nous on s'était un peu pris la tête en mode non, c'est Nembhard qui va défendre, non, c'est Nesmith, mais finalement les deux ont défendu presque autant, quoi. Parce Ouais. que mettre des défenseurs différents et changer un peu les systèmes défensifs, bah, ça force souvent la star adverse à devoir trouver des nouvelles manières d'attaquer, euh, pas pouvoir faire 2 fois le même move de suite, ce genre de choses-là. Donc Carlisle aime bien souvent forcer les stars adverses à attaquer différemment. C'est une stratégie qui marche beaucoup, hein. C'est une tendance qu'on retrouve de plus en plus en NBA, à essayer de faire varier ta défense pour que les adversaires s'adaptent moins. Ouais, là, je suis carrément d'accord. C'est exactement ce qu'il faut faire, ouais. C'est vraiment, si tu commences le match, je prioriserais Nesmith, mais oui, il faut varier les couvertures défensives comme on l'a fait avec Mitchell sur le fameux Game 4 là, dont je parlais tout à l'heure. Mm. Et pour le reste, du coup, comment tu vois à peu près les match-up en homme à homme, en début de match, on va dire? Euh, Moi, je trouve que la question qui vient direct après et qui va un peu régir ce que tu fais, c'est qui tu fais défendre Tyrese sur qui? Parce que pour moi, c'est vraiment la deuxième question que tu dois te poser. Et après, tu répartis tes défenseurs en fonction de ce que tu as. Parce que Tyrese, oui, évidemment, il s'est quand même bien battu. Moi, je suis d'accord qu'il s'est bien battu. Mais t'as quand même envie de l'avoir sur un joueur qui puisse contenir, quoi. C'est Hmm. pas parce qu'il s'est bien battu que tu vas le mettre 48 minutes sur Brunson. Euh, Si tu dois cacher Tyrese Haliburton, tu le mets sur qui? Parce que moi, j'ai peut-être une idée qui change un peu de ce que j'ai pu entendre globalement. Moi, alors, comme tu disais, la deuxième question à Liberton et Turner pour moi. Il y a Hmm. Turner dans l'équation. Parce que Hmm. du coup, tu me donnes la parole, je vais évoquer ce que je pense et je te laisserai donner ton idée. Ça se trouve, c'est la même, on sait jamais. J'ai soit Ali Burton sur Hart pour une chose, enfin, pour deux choses. La première, c'est que Hart, il est beaucoup moins menaçant offensivement que les autres. Et de deux, Hart a une grosse activité au rebond. Du coup, il sera plutôt près du cercle pour prendre les rebonds. On a un duel dans ce duel, c'est cette grosse activité de rebond de Hart, VS, Ali Burton, énorme générateur de transition. Donc si il peut être proche du rebond pour pouvoir le prendre pour générer la transition directement, je trouve que c'est intéressant. Niveau de la taille, ils sont Hmm. pareils. Bon, la hargne, etc. La capacité à prendre le rebond, Hart est au-dessus, mais il va falloir box out. Et là, il va falloir foutre une stratégie en place pour ça. Mais je trouve ça quand même intéressant de rapprocher Liberton de la capacité à prendre le rebond rapidement pour qu'on génère notre jeu. Donc je te laisse réagir sur ça déjà. Après, je vais parler de Turner. Je trouve ça innovant, d'une certaine manière, d'avoir cette vision-là tu mets un joueur en défense pour l'attaque qu'il y aura derrière. C'est un Hmm. peu rigolo comme manière de voir les choses. Ça peut se tenter. Moi, ce que j'ai un peu peur, c'est que Hart, il a un peu les consignes de t'attaques Tyrese au physique. Parce que Hart, c'est un tanky, Hmm. il est super physique, super musclé, donc j'ai un peu peur qu'il soit vraiment super agressif sur Tyrese. Et je sais pas si Tyrese il peut tenir ce genre d'attaquant-là. On l'a vu l'année dernière hein, en playoff, quand il se prenait des Jalen Brown en 1v1. Jalen Brown, il le fonçait dedans avec son corps d'athlète. Tyrese avait du mal à résister. C'est un peu ça qui m'étonne. Après, j'imagine que les Knicks, oui, peut-être que Tyrese il défendra pas très bien Josh Hart, mais t'as pas non plus envie de filer tous les ballons du match à Josh Hart, Ouais, tu voilà, vois. c'est ce que j'allais dire. Si la consigne c'est on cible Ali Burton via Josh Hart, moi je signe tous les jours, hein. Mm. Mais On sait qu'on on vas-y. sera gagnant au final, juste pour ça. Non, vas-y, tu peux continuer. Moi, je voyais les choses peut-être d'une autre manière. Je me dis, après je reviendrai sur Tyrese, mais là je vais dire, sur Josh Hart, moi je vois peut-être plus, me dis, et si on mettait un big?
Parce que Josh Hart, c'est un shooter assez moyen dans des faibles volumes. Et donc, si tu mets un big sur lui, tu peux garder un peu un de tes intérieurs près du panier. Et ça permet de mieux défendre la raquette, principalement. Alors que les Knicks, c'est quand même une équipe qui attaque beaucoup la raquette, qui joue beaucoup à 2 points. Donc je me dis, il y a peut-être un truc à faire où tu sais que Josh Hart en attaque sera pas une très grosse menace, surtout s'il est défendu par un big près du panier. Et donc tu vas plutôt te dire, on va un peu abandonner Josh Hart et protéger plutôt notre raquette. Donc avoir peut-être un Miles sur Josh Hart, je pense pas que c'est quand même, ça dépend un peu qui tu mets sur Karl Anthony Towns. C'est ma vision des choses en tout cas. Je me dis, autant tu sais que Bronson il va driver, donc peut-être t'as envie d'avoir un deuxième gars, un big qui soit pas loin pour bloquer quoi. Et au pire, Jalen Bronson fait la passe à Josh Hart, et puis Josh Hart, s'il en met 2 sur 4, bon, tant pis quoi. Mais Josh Hart, peut-être que t'as envie de lui dire, bah vas-y, prends 8 tirs à 3 points sur un match et vois si t'arrives à les mettre quoi. Moi, c'est plutôt comme ça que je vois les choses. Hmm. Bah, c'était à peu près ce que j'allais dire sur Turner, donc on est raccord du coup. Et c'est plutôt quelque chose qui se fait du coup tactiquement en 2025. Laisser un peu, enfin, mettre le big sur Hart pour, pour le laisser, pour laisser généralement Hart dans les corners. Donc ton big qui sera Loman, donc le joueur le plus bas sur le terrain, pour pouvoir ne pas être impliqué sur le pick and roll et plutôt venir en aide. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est déjà tenté par les équipes. Donc j'imagine que Carlisle si on verra des séquences, je suis quasiment sûr que ça sera le cas, ouais. C'est pour ça que je disais que ta solution était un peu plus innovante. Mais le problème de moi, ma solution, c'est qu'il y a toujours Tyrese. Et c'est pour ça que Hmm. t'as pas mis Tyrese sur le moins bon attaquant adverse, donc ça peut poser problème. Mais moi, je suis un peu con. Je sais pas, je veux bien ton avis, et peut-être aussi l'avis de gens qui, peut-être des fans des Knicks, on verra, hein. Mais j'ai l'impression que mettre Tyrese Haliburton en défense sur Michael Bridges, ça peut le faire. Parce que Michael Bridges, c'est pas un joueur qui est beaucoup plus rapide que Tyrese, c'est pas un joueur qui va beaucoup, beaucoup plus aller au physique. Et je me dis qu'en fait, Tyrese, avec sa mobilité qui est assez bonne et ses bras assez longs, bah, il peut peut-être un peu aller embêter ce Michael Bridges. Surtout, bah, Michael Bridges, tu vois, il adore faire les fadeaway. Bah, si t'as un Tyrese en face, c'est peut-être un peu plus compliqué. Je sais pas. Est-ce que toi, tu penses que cette défense-là de Tyrese sur Michael, c'est à l'avantage des Pacers, ou justement les Knicks vont pouvoir beaucoup trop l'exploiter? Bah, au moment où j'étais en train de faire mes jeux de match-up, là, tout à l'heure, je me posais la question. Mais ouais, c'est à peu près ce que tu as évoqué, du coup. Bridges, c'est pas quelqu'un qui va vraiment au cercle. Donc, si on se fait battre sur ce match-up-là, à 2 points généralement, avec Miles Bridges, est-ce que c'est si grave? Je pense pas trop. Parce que si, comme on a dit, on met Turner sur Hart, va bien falloir trouver des solutions. Je Mhm. pense que si tu mets Turner sur Hart, ça serait quand même Nembhard sur Bronson. Parce que Nembhard, tu vas pas le mettre sur Anunoby non plus. Non. Donc Nembhard sur Bronson, Turner sur Hart. Donc Haliburton par défaut aussi, tu le mets sur Bridges. Et après les match-up naturels, Siakam, Anunoby, Turner, Towns, ouais. Donc ouais, je pense qu'on aura les trois options qu'on vient d'évoquer. Je pense que ça sera le cas durant la série. Je suis quasiment sûr. Mais je trouve ça intéressant parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Surtout côté Pacers. Tu peux vraiment te dire, ouais, je vais tenter lui sur lui. Le principe, l'avantage aussi, c'est que par exemple, bah, Michael et Anunoby, tu peux peut-être essayer de te dire on va changer les défenseurs parce que c'est les gars qui font à peu près la même taille, qui ont à peu près le même style de corps. Hmm. Tu peux peut-être essayer de tenter un peu ce genre de choses. Siakam, il peut défendre sur Towns, il peut défendre sur Hart, il peut défendre sur Anunoby. C'est assez varié, tu vois. Le match précédent, t'avais quand même un peu plus une idée de qui sera à peu près en charge de qui. Là, c'est un peu plus ouvert et Carlisle va avoir beaucoup de matière à tester. Et je pense que ça peut être pas mal, tu vois. Hmm. Dans cette idée, comme on disait, de changer les défenses. Mais là, s'il voit que quelque chose marche pas, il sera pas dans une impasse. C'est-à-dire, bah tant pis, peut-être que je vais accepter que Michael Bridges me fasse du mal, mais d'un autre côté, je vais fermer cette option-là. Peut-être que tu te dis, bon, on va plutôt couper toutes les passes, on va laisser Bronson jouer, ce genre de choses. Donc je suis assez confiant sur ce point-là. Je me dis, c'est un peu un grand bac à sable et Carlisle va avoir beaucoup de choses à faire, tu vois. Hmm. Et tu vois, je te confirme pour Mika, le 22% de fréquence de tir au cercle, 27e centile. Quand il y va, il score, certes, mais il y va très peu. Et il provoque pas du tout de faute. 4,3% de fautes sur tir provoquées, 13e centile. Donc, je serais capable d'accepter
les mid-range de Mikal avec Haliburton dessus, ouais, effectivement. Dans une série, j'ai peut-être envie que Mikal prenne beaucoup de tirs en fade away à mi-distance sur Tyrese, tu vois. Je me dis, bah, si c'est les tirs que New York est prêt à prendre, Mm. prenez-les. Nous, ça nous arrange, quoi. D'ailleurs, on prend les rebonds et on va vite. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Et à l'inverse, tu vois quel match-up défensif pour pour les Knicks, dont Bronson du coup. Moi, déjà, il y a peut-être faire un petit monologue avant en défense. Les Knicks, quand même, ils ont beaucoup d'armes défensives. Ils ont des bons défenseurs sous les ailes, ils ont Josh Hart qui peut tout faire. Même Bronson a eu beaucoup de compliments sur sa défense sur ses playoffs. Détroit, notamment, a beaucoup essayé de le cibler en mode on va attaquer Bronson, c'est leur point faible. Ils n'ont pas tant réussi que ça. Enfin, ça n'a pas été si rentable que ce qu'ils auraient pu croire. Donc, je trouve que leur défense n'est pas si mauvaise, surtout dans des playoffs où je pense qu'ils peuvent élever en niveau quand ils veulent. Mais j'ai quand même, je me demande quand même, est-ce que leur défense est vraiment taillée et faite pour défendre le mouvement des Pacers? Euh, Non. Parce que individuellement, je trouve qu'ils ont des bons défenseurs, mais collectivement, je suis pas super convaincu par leur défense. Et je trouve qu'avant de passer au match-up, tu vois, je me dis, s'ils se prennent beaucoup d'écrans, je trouve que bah, Bronson et quand même Towns, ils sont quand même un peu exploitables sur les écrans, ce genre de choses-là. Est-ce que New York, t'as vraiment envie de concéder les switches quand on a vu l'année dernière Pascal Siakam, il punit à peu près tout le monde? Tyrese aussi. Pour moi, c'est vraiment le gros point d'interrogation sur cette série, c'est comment est-ce que les Knicks vont réussir à défendre les Pacers? Euh, Et ouais, là, je marmonne dans ma barre parce que juste, je suis très curieux, quoi. Pour moi, c'est peut-être le plein clé de la série. Mm. On avait une défense élite les dernières du côté des Knicks. Là, Towns est arrivé. Towns qui ne joue plus 4 avec Rudy, qui joue 5. Donc, on parlait de la mobilité de Jared Allen et Evan Mobley. Là, c'est bien moins le cas, je trouve, avec Towns pour le coup. Et je vais pas reciter tout ce qu'on a dit face aux Cavs, mais tous les tirs qu'on prenait au cercle l'année dernière, on les prend à mi-distance cette année, mais on sait le faire, je pense. Et je suis sûr Mm. qu'on est capable de s'adapter pour bien augmenter la fréquence de tir au cercle et faire mal à CNX pour le coup, en obligeant Towns à défendre le panier. Donc, c'est pas mal. Ou en impliquant Brunson. De toute façon, comme je le répète, hein, pour moi, on est la meilleure équipe pour aller chercher les mismatchs. Donc, on est capable de manipuler les défenses à peu près comme on veut. Donc, je pense qu'on va faire mal aux Knicks défensivement. Surtout qu'ils sont bien moins forts que l'année dernière. Bah, surtout que d'un côté, Indiana a la meilleure attaque de pick and roll de très très loin sur ses playoffs, et c'est pas seulement. On a vu que Tyrese est très bon sur pick and roll, Andrew Nembhard aussi. Andrew Nembhard et Miles Turner, c'est le duo le plus prolifique, enfin le plus efficace sur pick and roll de ces playoffs. Le nombre de points par possession est absolument indécent, hein, des choses où tu te dis, pour quasiment un panier à chaque fois qu'ils font un pick and roll, les deux. Et je me dis, bah pour moi, je vois, t'en as parlé aussi un peu de enfin la grosse tendance de Carlton Towns à toujours protéger le terrain, à défendre en drop. Donc sur les écrans, lui, il va plutôt se dire, ok, je protège à tout prix la raquette, en campant un peu dedans. Et je me dis, il y a peut-être un point d'orgue là-dessus, où Indiana est très très fort pour attaquer les pick and roll, et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de petite faille quand c'est Towns qui défend le pick and roll, parce que lui, il est bon à une chose, c'est protéger le panier, quoi. Et ça, je trouve, ça va être aussi une vraie idée Mm. dans ces matchs défensifs, et j'ai l'impression qu'Indiana va... Enfin, pour moi, c'est vraiment l'éléphant dans la pièce, quoi, si je francise cette expression, quoi. Ce gros point que tout le monde voit, et tout le monde va dire, mais comment est-ce que New York va défendre les écrans? Mm. Parce que Towns, ok, tu défends la raquette tout le temps, tu montes pas très haut quand il y a des écrans, mais là, tu vas être face à Miles Turner. Et Miles Turner, c'est 45% de loin sur ses playoffs, et il a une confiance monumentale, quoi. Il fait des playoffs, mais lui, on pourrait même dire que c'est le meilleur joueur des Pacers sur ses playoffs, et je pense pas que ce serait une grosse take de dire ça, par exemple. Donc, Carl Anthony Towns, pour moi, c'est vraiment le point faible de leur défense.
Pas que ce soit un mauvais défenseur, mais juste que là, il est tombé contre une équipe qui a peut-être essayé de l'exploiter. En soi, là, les Knicks, ils viennent de sortir Boston, qui ressemble aussi à peu près à notre construction. Mais Boston est tellement entêté sur leur fréquence de Mm. tir à 3 points que la variance joue beaucoup, beaucoup pour eux. Et là, c'est pas trop tombé dedans, malheureusement pour eux. Donc, nous, je pense qu'on a beaucoup plus de capacité à s'adapter. J'en parlais un peu en off avec Titouan Cronier de chez Envergure. Mm. La construction un peu des Celtics et des Pacers, à peu près la même chose avec beaucoup de joueurs capables de porter le ballon, avec un gros playmaker, avec des bons défenseurs sur le point of attack, un five out constant des deux équipes. Mais là, je pense qu'on a beaucoup plus la capacité d'aller au cercle. J'espère du moins qu'ils vont le faire parce que pour moi, ça peut être le gros point faible de ces Knicks là. Évidemment, là, c'est compliqué de dire des choses parce qu'on dit il y a un point faible, mais de notre côté, c'est compliqué de trouver des solutions pour les Knicks parce qu'on les a peut-être pas non plus beaucoup vus. Mais ce qu'on a vu peut-être côté Knicks, c'est que bah, finalement, des 5 titulaires, celui qui a le moins joué, c'est Karl Anthony Towns. Pourquoi? Parce que derrière, en fait, t'as Mitchell Robinson. Et Mitchell Robinson, peut-être que oui, il sera pas le meilleur pour défendre les tirs à 3 points de Miles Turner, mais surtout le reste, oulala, purée, lui, il a un vrai cas, enfin, il a un vrai dossier pour être le meilleur défenseur intérieur de ces playoffs là pour l'instant. Ouais, ouais, franchement, bah, déjà, c'est mieux que Towns défensivement. Pour moi, c'est pas dur, hein. J'aime vraiment pas beaucoup Towns défensivement. Comme je t'ai dit, capacité à aller chercher le mismatch, on va l'exploiter aussi avec Mitchell, hein. Tu penses qu'il peut se faire battre facilement sur un V1? Il m'a l'air quand même bien mobile, hein, ce Mitchell. Bah, Mitchell Robinson. ouais, ouais, mais à Liberton, j'ai vraiment l'impression que Enfin, c'est un grand. Pour l'instant, j'ai pas de grand en tête qui l'ont. Alors, Giannis, comme je l'avais dit, il a pas mal fait lâcher le ballon. Mais quand il a fallu, bah, Liberton était présent. Allen s'est pris une mixtape. Oula. Et je vois pas tant de différence entre Allen et Mitchell, hein. De mobilité, du moins. Il est peut-être plus léger sur les appuis. Enfin, il l'était en tout cas. Là, il a un peu pris du poids quand même, je trouve, Mitchell. À part si c'est une connerie, hein, mais visuellement, c'est ce que j'ai l'impression. C'est ce dont j'ai l'impression, mais je vois pas Mitchell plus mobile qu'Allen, moi. Mais bon, on verra. Je sais pas. Après, c'est peut-être une mauvaise image que j'ai de lui. Mais attention, parce qu'Indiana, quand même, ça fait 2 séries, et 2 fois qu'Indiana arrive à complètement annihiler le pivot adverse. Brook Lopez n'a pas pu jouer parce qu'Indiana a juste l'exploité beaucoup trop fort, parce qu'il défendait en drop, et il n'arrivait pas à défendre Indiana. Jarrett Allen, il n'a même pas fini le Game 5. Vraiment, le game où c'était la dernière chance pour Cleveland, dans le match serré, bah, c'est Mobley qui jouait 5 titulaires, donc je me dis, Indiana, on a quand même vu que quand fallait rendre un pivot inutilisable, il n'était pas mauvais. Ouais. Donc Towns, je pense qu'on va pas non plus en faire 40 minutes d'épisode sur la défense de Towns, mais c'est un point, on va regarder quoi. Moi, j'en ferai peut-être un thread après les premiers matchs pour voir comment ça s'est passé. Je pense qu'il jouera quand même beaucoup, 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 parce que son shoot à 3 points, il est ultra important. Si on commence à à blitz Bronson, quand il va ressortir le ballon, va falloir un shooter. Et le meilleur shooter des Knicks, c'est Towns, hein, à 3 points. Mm. Je pense ils vont faire la concession de laisser quand même pas mal sur le terrain et s'adapter à fond. Après, Towns, sur ses playoffs, en tout cas, c'est pas beaucoup de volume. C'est toujours, il est très bon shooter, Towns, mais je sais que les fans des Knicks sont très très déçus par son volume. Là, en playoff, il en prend 3 par match, à 37%, ce qui est pas mal, mais c'est moins que Josh Hart, par exemple, qui tire un peu mieux. Donc à voir. Bah, on va peut-être revenir sur les autres, voir un peu comment est-ce que tu défends le reste quand t'es les Knicks, en tout cas comment tu défends les Pacers. Moi, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que l'autre grand enjeu, côté Knicks, défensivement, c'est qui tu envoies en défense sur Andrew Nembhard. Je m'explique. On l'a vu contre les Cavs, évidemment, et c'est le choix le plus logique et le choix à faire, les Cavs ont mis leur meilleur défenseur sur Tyrese. Ils se disent, bon, lui, on va faire en sorte qu'il touche jamais le ballon et qu'il soit le moins responsabilisé possible. Et ce qu'on a vu de l'autre côté, c'est qu'Indiana s'est dit, bon, très bien, on va jouer en 4 contre 4, quoi.
Et c'est Andrew Nembhard qui a commencé à mener l'attaque. Et les Cavs, ils se sont fait démolir par Andrew Nembhard. Et oui. Quand c'était lui qui menait les pick and roll, les jeux balle en main, et qui menait l'attaque en fait. Quand Harris était plutôt utilisé off-ball. Et là, ce que je me dis, c'est que si les Knicks refont pareil et que mettent leur meilleur défenseur, je sais pas, on va peut-être en discuter de qui défendra sur Tyrese. Est-ce que tu as quelqu'un derrière qui va pouvoir réussir à empêcher justement que les Pacers jouent à partir d'Andrew Nembhard sur des pick and roll, par exemple, à la main? Parce que je me dis que s'ils n'y arrivent pas, bah en fait, leur problème, il est un peu... ils vont pas réussir non plus à arrêter les Pacers en envoyant leur meilleur homme sur Haliburton, quoi, parce que l'équipe, elle est plus collective que ça, et Haliburton, il trouve d'autres manières de contribuer. Est-ce que déjà cette question-là de qui t'envoie sur Andrew Nembhard te paraît pertinente? Oui, bien sûr. Bah, moi, quand je vois un mismatch, enfin, comme tu le disais, à Liberton, les équipes se concentrent sur lui à juste titre. Parce qu'il est tellement fort, c'est normal. Mais c'est comme face aux Cavs. Cavs, pour moi, Garland allait défendre sur Nembhard. Et pour moi, c'était le facteur X de la série, carrément. Je l'avais mis en facteur X. Parce que Nembhard, pour moi, il allait casser la gueule de Garland, de l'autre côté du terrain. Enfin, quand Nembhard attaque Garland, quoi. Puisqu'il est tellement fort, c'est... Là, Bronson, il a quand même beaucoup plus de coffres que Garland. Je sais pas si ça sera Hart ou Bronson sur lui, mais dans tous les cas, Bronson va avoir encore une fois va être responsabilisé, pardon. Là, sur ses playoffs, il a 20% d'usage, ce qui est beaucoup hein, pour un joueur qualifié de role player. Mais encore une fois, il va être responsabilisé, pardon, j'arrive pas à parler, et il va peut-être encore une fois gagner son match-up. Hein. Mais dans ce sens-là, toi, si tu parles de Hart ou de Bronson sur Nembhard, pour moi, derrière, c'est tout qui s'écroule, quoi. Parce que déjà, si tu mets Hart ou Bronson sur Nembhard, bah, dès qu'il y a un écran, t'as pas forcément envie de switch, en fait. Parce que si tu te retrouves avec Miles Turner, Josh Hart qui défend Miles Turner, bah, tu vas pas forcément être très content. Et si t'as Andrew Nembhard qui défend Towns, qui est défendu par Towns, là non plus, t'es pas très content. Mais même si tu mets Josh Hart, qui est quand même pas mal pour naviguer dans les écrans, sur Andrew Nembhard, bah, sur qui tu mets Bronson, en fait? Est-ce que tu vas le mettre sur Nesmith et t'essaies de le cacher un peu comme ça? Parce que c'est un peu le seul choix que t'as derrière, quoi. C'est compliqué pour les Knicks. Là, je parlais de facteur X. Là, j'avais dit Nembhard la série d'avant. Là, pour moi, c'est la défense enfin, l'attaque qui sera inarrêtable face à la défense des Knicks, hein, je Je pense. suis totalement d'accord. Un five out constant avec qui mettre sur qui constamment aussi, ça va être compliqué. Parce que moi, je m'étais noté du coup Towns sur Turner, Anunoby sur Siakam. Je pense que ça, c'est sûr. Mm. Bridges sur Haliburton. Parce que Bridges, c'est quand même un joueur très très mobile et rapide. Donc, je pense que c'est le mieux taillé pour défendre Haliburton. J'avais noté Hart sur Nesmith et Bronson sur Nembhard, mais en alternance, quoi, les deux. Mm. Et ça me convainc pas trop. Donc, on verra. On verra le prono. Mais par Ouais, rapport à ça, je suis assez confiant pour le coup. totalement d'accord, et c'est pour ça que je t'en parlais. Pour moi, les Knicks, déjà en homme à homme, c'est compliqué. Mais en plus, j'ai quand même des doutes sur le fait que s'il y a beaucoup de mouvements de balle et que le ballon tourne et que tu as des joueurs. Je suis pas convaincu par l'effectif des Knicks pour défendre du jeu rapide et du mouvement de balle constant comme fait Indiana, quoi. Towns, j'ai l'impression qu'il est trop pas mobile, pas assez mobile pour pouvoir faire les rotations et ce genre de choses. Et je sais que Indiana va l'exploiter, car là, il est trop fort pour ça. Donc j'ai les mêmes préoccupations que toi, et j'ai l'impression que ils vont devoir compenser en attaque, quoi, les Knicks. Ils ont pas le choix, là. Ouais. Ils vont devoir être irréprochables en attaque et avoir des joueurs qui sont à fond. Et les Knicks en sont capables, hein. Il y a toujours ces matchs-là, les Knicks, où tout le monde met dedans et t'es en mode, bah ouais, ça peut être la meilleure équipe du monde, quoi. Mais le problème, c'est que souvent, c'est pas toujours. Carl Anthony Towns, il a ses hauts et ses bas. Bronson, il est plutôt consistant, mais à chaque fois, t'as soit du Nobby qui fait un match raté, soit t'as Bridges. Leur banc, ils ont pas tellement de banc. Enfin, ils le responsabilisent pas tellement. Donc voilà, c'est plein de choses comme ça. Euh, Bah, Est-ce que peut-être t'as quelque chose à ajouter sur ça, ou peut-être qu'on va essayer de voir d'autres points clés qui, toi, t'interrogent bah ouais, par rapport à ce que tu ou dis, dont t'as envie par de rapport parler? à ce que tu disais, Vas-y, vas-y. est-ce que les Knicks vont pouvoir le faire? Est-ce que moi, c'est plutôt est-ce que Brunson va pouvoir le faire? Parce que ça m'amène aussi à un autre point. Là où
où les deux équipes se ressemblent pas mal pour le coup. C'est la notion de clutch. Donc si tu regardes ce qui se passe en playoff depuis le début des playoffs, on a deux équipes hyper clutch là, avec deux joueurs hyper clutch. Haliburton Bronson, Pacers Les deux Knicks, plus clutch. c'est exactement. À part Aaron Gordon. Oui, effectivement, Aaron Peut-être. Gordon, ouais, c'est clair qu'il est bien dans la course avec ses deux game winners, dont un buzzer beater. C'est incroyable d'ailleurs de sa part. Bravo à lui. Donc sur ce que je m'étais noté moi, concernant les Knicks, depuis le début des playoffs, ils ont passé 36 minutes dans le clutch. Donc c'est le plus gros total de ces playoffs. Ils sont sur un bilan de 6-2 quand le match est dans le clutch. Pour les Pacers, on a passé 16 minutes dans le clutch, donc un peu moins, on a su faire la différence en amont, ou pas, parce que lors de la défaite, c'était plutôt des écarts. Et quand c'est le clutch, bilan 5-0. Donc là, on a deux équipes Pas mal. Ouais, pas mal. Pas mal. Sur 10 matchs, 5-0. Franchement, on signe. Et on a vu surtout des remontées de la part des deux équipes incroyables. Donc vraiment deux Ouais. équipes qui savent gérer le clutch, tout simplement. Et les tendances, elles ont tendance à se confirmer en saison régulière. Si je reprends les mêmes éléments, les Knicks, sur la saison régulière, ils ont passé 160 minutes dans le clutch. Donc c'est le cinquième plus gros total. Ils ont un bilan de 19-12. Les Pacers, 169 minutes dans le clutch, quatrième plus gros total. Ils sont en 24-14. Donc deux équipes qui ont l'habitude des matchs serrés cette saison en gagnant des matchs. Donc ça risque d'être vraiment incroyable les matchs serrés. Ouais. Est-ce que toi, t'as peut-être des petites choses à dire là-dessus? Parce que moi j'ai un petit point à faire là-dessus, mais pour moi, ça va mener vers un autre thème. Donc, si si t'as envie de partir un peu dessus, tu peux y aller avant que je dérive sur autre chose qui soit liée. Pour le clutch, Ouais, est-ce que tu penses que ça peut être à l'avantage d'une deux équipes, par exemple? Ça te fait peur, toi, le franchement, clutch? égalité, parfaite. Ok. C'est vraiment deux équipes que je trouve qui sont... Bah, t'as un joueur de sang-froid, Bronson, qui ne met pas que le dernier tir, qui est vraiment porte l'équipe dans le dernier quart-temps, j'ai l'impression, et qui met les tirs au bon moment, qui continue à tirer, n'a pas peur du volume. Et l'autre côté, collectivement, avec les Pacers, c'est super bien organisé. On revient petit à petit au score si on est en déficit. Et pareil, Haliburton est super clutch durant ses playoffs, donc ça fait, je donne un avantage à personne moi pour le coup. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, moi je suis d'accord, honnêtement, là, les deux, on a vu les images, hein. Les deux, quand faut finir des matchs, ils sont là, quoi. Après, évidemment, je pense que pour Indiana, t'as un peu envie qu'il n'y ait pas de match dans le clutch quand même, hein, parce que t'as pas envie de laisser Brunson au Garden, par exemple, Mm, ce genre de c'est clair. choses. Mais j'ai vraiment l'impression que l'enjeu, et là où les Pacers vont peut-être avoir leur coup à jouer, et je suis désolé, on va changer de sujet quand même, c'est quand même le jeu physique. J'ai l'impression que la physicalité, pardon, j'utilise un anglicisme, mais la question physique de la série peut être un gros problème pour les Knicks. Dans le sens où les Pacers adorent jouer physique. Ils jouent vite, il y a des rotations de partout, le ballon tourne, ils vont en transition, les défenses c'est épuisant. On a vu, hein, les Cavs, ils étaient morts, 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 hein, sous la fin de série, hein. Évidemment, il y a les blessures, je reviens toujours là-dessus, mais les Cavs étaient morts, morts, morts. Et là, on va affronter les Knicks. Quand on regarde les temps de jeu des Knicks, les titulaires sont à 40 minutes de moyenne, quasiment tous. Et ça compte pas les garbage time. Parce qu'il y a des garbage time dans l'histoire. Donc, sur un match qui est serré, les minutes, elles montent. Et les Knicks ont une rotation de 7 joueurs. Donc, on est quand même sur un Tom Thibodeau qui, comme à son habitude, en demande beaucoup des joueurs, quoi. Il leur demande des grosses charges physiques euh, et de l'endurance. Et là, tu vas affronter une des équipes qui joue le plus physique et une plus endurante de la ligue. Et surtout, j'ai quand même l'impression que, en tout cas, sur quoi on va se diriger, c'est un peu, comme on a pu parler au début du podcast, des attaques de 1v1 côté Knicks. Plutôt du Jalen Brunson offense, et où donc il va être super responsabilisé dans un sens, quoi. Et la question du clutch, moi je me dis, mais finalement, ok, sur le début de série, tu vas peut-être avoir un peu des coups de chaud de Brunson, mais est-ce que plus tu vas avancer, moins tu vas avoir peur, parce que Jalen Brunson, il va enchaîner les matchs de 45 minutes avec une intensité qui était tellement telle, où on lui demande tellement en attaque, que le mec sera crevé, quoi. Pour moi, j'ai l'impression qu'Indiana, la question du clutch, s'il gère bien,
ils peuvent se donner les meilleures chances de réussir en clutch, quoi. Et pour ça, ça va être vraiment jouer physique, épuiser Brunson au maximum, et faire en sorte qu'il perde un peu sa lucidité en fin de match, quoi. C'est vrai que j'avais pas vu les choses comme ça, mais maintenant que t'en parles, c'est vrai que ça va être un point important. Je suis complètement d'accord. J'ai vu les Cavs exténués en fin de série où ça avançait plus beaucoup et c'était assez flagrant pour le coup. Donc, bah bravo aux Pacers encore une fois qui ont su imposer leur rythme. Là, dans ce cas-là où on gère bien le rebond défensif via ce dont on évoquait précédemment, si on arrive à maintenir ce niveau de pression, déjà Towns, là, vu que t'en parles, Towns, il est dans la merde, je pense, en fait. Parce que, pour le coup, Minnesota, équipe de jeu demi-terrain, les Knicks, équipe de demi-terrain, c'est pas quelqu'un qui serait venu chez nous, je pense, pour courir autant. Et s'il a une baisse d'efficacité au fil du match à chaque fois, ça m'étonnerait pas que ça sera dû à cause des efforts physiques. Effectivement, je te rejoins sur ce point-là. Et la rotation à 7, c'est un gros problème. Quand nous, on a une rotation à 11, il y a 11 joueurs qui jouent durant ces playoffs, hein. À la rotation Bah, de... je regardais, Vas-y, pardon, vas-y. je regardais, juste par curiosité, le 14e homme d'Indiana, celui qui a le moins joué de la série, c'est James Johnson. Il a joué 13 minutes en tout, hein, depuis le début des playoffs. Il a quasiment joué autant que le 10e homme des Knicks, Non, mais tu vois. qui est, euh, qui est Precious Achiuwa. Donc tu te dis quand même, le 10e homme des Knicks n'a pas joué presque pas joué une seule minute de la série. Donc ils sont vraiment à 7, 8, grand maximum 9 quand il y a un blowout, quoi. Non, mais c'est... Et même au-delà de ça, leurs deux remplaçants, c'est Miles McBride, pardon, et Michael Robinson. Un meneur et un pivot. Donc les ailes, Bridges et Anunoby, c'est ceux qui jouent le plus, quoi. Ils n'ont pas vraiment de remplaçants attitrés. Il y a un des trois ailiers à chaque fois qui se repose quand les Knicks incluent du coup Miles McBride avec Bronson. Donc soit Hart qui sort, Bridges ou Anunoby. Et ils font un peu moins, si je dis pas de conneries, avec la doublette Mitchell-Towns. Je crois que c'est vraiment Mitchell qui remplace Towns. Donc ouais, c'est vraiment une rotation à 7. Precious Achiuwa, je crois qu'il a joué uniquement le game 4 contre les Celtics, si je dis pas de conneries. Et c'est très court. Ouais, c'est très court, hein, vraiment. On a un gros avantage de fraîcheur et de profondeur à ce niveau-là. Complètement d'accord. Ouais, pour moi, ça va être un tournant. Et surtout, l'année dernière, ça a bien marché. Là, cette année, je me dis, j'ai peur qu'il y ait encore des blessures de fatigue, quoi, côté Knicks. Ça me fait un peu peur premier degré, quoi. L'année dernière, Josh Hart, il a fini avec des crampes abdominales, ce genre de choses. J'ai un peu peur. Et surtout que je me demande si New York n'a pas peut-être moins de manières de rendre des Obi Toppin, de rendre des Mathurin inutilisables. Les Cavs, je trouve, sur le début de série, n'avaient pas été mauvais pour attaquer tout le temps euh, Obi Toppin. En le ciblant son pick and roll, en lui demandant de faire des efforts, d'aller défendre des bigs, ce genre de choses-là. Là, New York, je me dis, ok, t'as Brunson, mais est-ce que tu vas vraiment lancer des actions exprès pour punir Obi Toppin qui sera off-ball? Je sais pas. Mais j'ai l'impression quand même que Indiana sera un peu plus libre au niveau de son banc. Peut-être qu'il sera pas forcément très efficace si t'affrontes des titulaires, hein, ça je dis pas. Mais Carlisle, je trouve, il l'a très bien compris sur ses playoffs, c'est oui, ton banc, peut-être qu'il te fait pas gagner il se fait pas gagner les possessions sur lesquelles il est là, mais par contre, il permet aux titulaires de se reposer et quand les titulaires reviennent, ils sont frais, quoi. Je sais plus quel match contre les Cavs on a gagné, juste parce que oui, fin de troisième, il fait un line-up full bench qui arrive bien à se battre contre les titulaires des Cavs. Et en fait, tu commences le quatrième quart, t'as les titulaires des Cavs qui ont déjà quelques minutes dans les pattes, et t'as tous les titulaires des Pacers à fond, et les mecs ils déroulent, quoi. Donc ouais, gros enjeu physique, surtout que comparé à l'année dernière, ils avaient quand même des monstres physiques, je trouve. Après, sur cette choix, il jouait, c'est quand même un gars qui était bien physique. Arteshad aussi était bien physique. DiVincenzo, c'est un mec qui, quand il court, tu vois. Bon défenseur. Là, ils ont quand même une équipe. Michael Bridges, c'est pas forcément le joueur le plus physique. Odier Nubi, il peut être physique, mais je pense pas sur une longue série. Towns, c'est pas un joueur très physique. Donc je me dis,
si tu veux vraiment jouer à ce jeu un peu de la brute, là, qui fonce dans tous les murs, qui fait de la transition à toute-tête, t'as peut-être vraiment moyen de les mettre mal, quoi. Surtout ils vont avoir moins de temps, ils ont moins de temps pour se reposer. Comparé à nous, on a eu 8 jours là, de repos total. Ah, moi j'ai l'impression que là aussi, il y a un petit facteur X, hein. Ça commence à en faire des facteurs X pour Indiana, hein. Non, mais c'est clair, c'est. Peut-être que je suis biaisé. Non, non, mais t'as totalement raison. Quand tu vois une profondeur d'effectif à 7 contre un vrai 10-11 qui peut être embêtant avec des vraies minutes, bah déjà t'as un avantage supériorité numérique. Mm. Et la match-up des coachs aussi, on va voir ce qu'il en est, mais Rick Carles qui est en train de montrer depuis le début des playoffs, c'est une petite masterclass aussi, hein. Donc on va voir ce qu'il en est, mais ouais. Bah on en parlera au moment du prono, je pense. Est-ce que t'as un point dans lequel tu aimerais parler ou tu veux que je te lance sur l'autre truc? Franchement, on a fait un bon petit tour déjà, hein. Ouais, moi, juste peut-être dire, évidemment, le rebond offensif, bon, je vais pas trop revenir parce qu'on voilà, on l'a déjà vécu avec les Cavs, mais les Knicks sont pas mauvais. Ils se basent aussi beaucoup là-dessus, peut-être moins que l'année dernière. Et l'année dernière, on s'était parfois fait démolir, parfois on a réussi à bien se battre. Donc je me dis que eux, avec un effectif qui est peut-être un peu moins taillé pour ça, et nous qui sommes un peu meilleurs, ça peut le faire. Et sinon, je surveillerais peut-être Karl Anthony Towns quand même, côté Pacers, parce que je me dis, s'il est vraiment dans un état d'esprit super énervé, bah, peut-être que Miles va avoir un peu de mal à le défendre, parce que lui, sur la saison régulière contre les Pacers, il n'a pas été mauvais. Et il a aussi tout cet aspect physique de jeu au poste où Miles, je sais pas s'il pourra le tenir beaucoup. Et donc je me dis, attention à Karl Anthony Towns. Peut-être qu'il faudra mettre du Siakam dessus pour le contrer un peu physiquement. Mais j'ai l'impression que côté Nick, ça peut vraiment être un tournant. Parce que Bronson, tu sais ce qu'il va faire, mais tu dis que si Karl Anthony Towns fait une série en 30-10, eh bah, Indiana a des atouts, mais ça peut suffire, quoi. Mm. Ouais, effectivement. Effectivement, Towns peut être dangereux quand il s'agit d'aller dans la raquette. Je crois, mais durant ces playoffs, comme tu disais, il est pas mal embêté, hein. Il a 5% d'usage en moins. Bah tiens, regarde. Je suis en train de regarder sa fréquence de tir. Il prend 10% de moins de tirs au cercle que durant la saison régulière. Dire qu'il n'en prenait pas beaucoup historiquement pour un big. Il est passé par exemple de 35 à 47 en passant des Wolves chez les Knicks. Donc c'est beaucoup. Mais là, sauf qu'il est redescendu dans ses standards historiques aux alentours des 35, 36, 37%, quoi. Donc il est beaucoup, beaucoup entêté à 3 points. Après, moi, ça me va, hein. Bah, je pense qu'il y a aussi un peu ce truc où bah, les Knicks font moins de passes en fait. Tu trouves plus Aussi. facilement ton pivot dans la raquette quand il y a du mouvement, hein. Parce que là, moi, je vous jure, j'étais surpris à quel point en fait tu vois, t'as une possession, Michael Bridges, il avait la balle en main, aucune passe est faite, juste il va attaquer son 1v1, il fait un petit pull-up à mi-distance et une possession est faite, quoi. C'est étrange, c'est vraiment quand moi j'ai passé des heures et des heures à regarder le jeu d'Indiana, t'arrives, tu regardes les Knicks, tu fais waouh, c'est un autre sport. Donc à voir. Mais ouais, je pense que là, on a fait les points. Je trouve qu'il y a vraiment des points qui sautent aux yeux plus que d'autres. Donc, autant c'est eux dont il faut parler en principal, hein, principalement, parce que si on pourrait faire une liste de tous les petits points qui sont importants d'être évoqués et tout ça. Mais si les gros points ne sont pas réglés pour une équipe ou comme l'autre, bah, ça changera rien, quoi. Donc, t'as fini un peu avec tes points là? Tu veux qu'on passe au prono? Ouais, franchement, on peut y aller, hein. Je trouve qu'on on a été complet. On a évoqué tous les aspects tactiques, je trouve. Donc, let's go le prono. Et c'est toi qui va commencer cette fois. Oui, c'est ce que j'allais te dire que je t'ai mis dans la mer la semaine dernière, donc c'est à moi de le faire. Et ouais, quand même, tu été brave, hein. Moi, encore une fois, je voulais te dire bravo pour avoir bien pronostiqué les Pacers, parce que même moi qui ai beaucoup d'espoir en cette équipe, je m'y attendais pas. Ça m'a vraiment, et encore très, très surpris. Alors pour ce Pacers Knicks, hem, j'étais moins confiant, avant de vraiment me plonger, dans les 2 équipes, de faire les séries, mais je suis un peu plus confiant là. Je veux dire Pacers in 6, voilà, 4-2 Pacers, des Pacers qui finissent à la maison. Bah, en fait, je trouve que Indiana a de l'avance. Je dis pas que les Knicks sont, tellement moins bons, mais je trouve qu'Indiana sur tellement d'aspects, on a plus de certitude. Et j'ai vu cette équipe qui surtout est régulière. Cette équipe, elle se bat,
Cette équipe, quoi qu'il arrive, elle est sérieuse et impliquée, ce que je n'ai pas forcément vu à tous les matchs chez les Knicks. Il y a des matchs où tu peux vraiment être agacé par le manque de concentration des Knicks, donc je me dis, l'attaque pour moi, ça va être compliqué de la défendre côté Knicks, surtout que récemment, ils n'ont pas forcément été une défense incroyable. Et l'attaque, j'ai l'impression que les Pacers peuvent la ralentir au moins, quoi. Donc, si les Knicks veulent passer, ils vont avoir besoin de toutes leurs stars à fond, et je suis pas sûr que ce soit possible, quoi. Donc voilà, Pacers and Six, je suis confiant, j'ai pas forcément peur de la série, mais on va voir. Je pense que le début, les premiers matchs peuvent être importants, quoi. Peut-être que si Indiana arrive à en gagner un, le premier, ça peut vraiment lancer la série, quoi. Alors à toi, Logan. Let's go Pacers. Juste une question d'abord, c'est plus un 4-2 qui penche vers le 4-1 ou vers le 4-3? Vers le 4-1. Je suis désolé. À un moment, je suis désolé. Cette équipe des Knicks n'est pas convaincante. On a le même prono. 4-2 Pacers qui penche plutôt vers le 4-1 et j'hésite entre les deux, carrément. On l'a évoqué du coup durant plus d'une heure, j'imagine, là maintenant. Offensivement, ça va être très compliqué pour les Knicks pour moi. On va leur faire mal, très très mal. Offensivement, de leur côté, Bronson a un énorme poids sur les épaules. Il n'est pas tant aidé que ça pour le coup, parce que la deuxième source, c'est être Towns. Il fait pas les meilleurs playoffs de sa vie pour l'instant offensivement. Donc, on a beau avoir des défenseurs plutôt cool avec Nembhard et Nesmith pour essayer de le ralentir. Si, comme on dit, good defense beat offense. Donc, Bronson va falloir que ça soit ça tout le temps. Mais à quel point, moi, je vois pas faire ça sur 6 matchs en tout cas. Et comme je l'ai dit, notre série face aux Cavs m'a mis énormément en confiance. Le niveau de jeu de l'équipe, contrairement à la régulière, qui était déjà pas mal, surtout depuis janvier, encore une fois, on le répète, a encore step up. Tout se maintient en bien. La surchauffe à 3 points qui n'est pour moi pas tant une surchauffe que ça, parce qu'on a vraiment des bons Pareil, je shooters pense pour le exactement coup. pareil. Et il y a juste à dérouler le jeu. Défensivement, c'est bien mieux que l'année dernière, ce qui pouvait nous causer du tort. Pour moi, il y a beaucoup de voyants verts, beaucoup plus que voyants rouges en tout cas. Donc 4-2 Pacers qui penche vers le 4-1. Et on est en finale NBA. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Et on se revoit dans 2 semaines. Incroyable. Alors là, je serais tout nu, vraiment. Incroyable. New York n'a pas intérêt à amener cette série en 6 ou 7. Vu le niveau physique imposé par Indiana sur ses playoffs et le peu de rotation qu'ont les En Knicks, plus. tu veux pas que cette série aille en 6 ou 7. T'as pas envie. Et c'est pour ça aussi que moi je disais juste les premiers matchs vont être importants parce que les Knicks ont pas le choix que de gagner les 2 premiers, quoi. Si t'en laisses un à Indiana et que t'es sûr que la série va déjà en 5 et qu'en plus ils vont jouer 3 fois à la maison, ouf. Donc voilà, je suis d'accord avec toi et je trouve que ça fait bizarre d'être aussi enthousiaste. Parce que l'année dernière, j'avais pronostiqué 4-3 4-3 Pacers aux Celtics, mais j'étais beaucoup moins confiant. Là, je me dis, je connais les hommes, tu vois, je connais les gars, je sais de quoi ils sont capables et Je suis sûr de mon karaté. on verra. Non, vraiment, j'avais plus peur de Cleveland que des Knicks, je pense. D'où le match en 7. Mais là, cette série m'a tellement rassuré. Je vois pas pourquoi on passerait pas. Bon, on verra. Si on passe pas, on verra pourquoi. Et ça sera intéressant aussi d'en parler, au pire. Si on refait si on enregistre de nouveau, mais dans la défaite, pourquoi pas évoquer les raisons de la défaite, ça sera super intéressant. Mais pour moi, je nous vois favoris, pour le coup. J'ai retweeté d'ailleurs, fun fact, j'ai retweeté le sondage de Trash Talk tout à l'heure. Je le regarde toujours à l'instant T, avec 6218 votants, 64% Knicks, 36% Pacers. Donc on est outsider pour la majorité. Mais moi, je nous vois légèrement favoris, de mon analyse du moins. Ouais, je suis d'accord. Mais après, c'est toujours pareil. Chaque fois qu'il y a un sondage entre qui gagne,
peu importe le contexte, peu importe le moment, Indiana il fait parmi les deux, généralement ce sera jamais Indiana qui gagne, quoi. C'est clair. J'avais fait aussi, peut-être, j'avais fait aussi moi-même de mon côté un sondage hier, où j'ai justement demandé qu'est-ce que les gens préféreraient affronter entre les Knicks et les Celtics. Et la réponse était quand même un peu plus les Knicks, quoi. 40% pour les Knicks, 34% pour les Celtics, et 20% qui nous disaient que les deux se valaient à peu près. Donc c'est intéressant aussi de voir que la confiance a quand même l'air d'être aussi un peu partagée dans la communauté Pacers, dans un sens. Euh, Plus que face aux Celtics, qui ont l'air d'avoir traumatisé un peu tout le monde, alors que même eux-mêmes n'avaient pas Tatum et Porzingis est un peu blessé, quoi. Donc c'est intéressant. Tout le monde, la commu a l'air très motivée. Tout le monde a l'air d'y croire. Et j'ai jamais vu les gens autant y croire. Je trouve ça impressionnant. Je sais pas si tu l'as vécu un peu toi, de ton point de vue aux créateurs de contenu, mais je vois les gens et je vois qu'ils vraiment ils sentent qu'il y a un truc à faire, quoi. Mais le fameux groupe avec les fans des Pacers là, tout le monde y croit, hein. Tout le monde y croit, tout le monde n'a jamais été autant hypé pour le run de playoff qu'on est en train de faire là. Et je pense qu'ils nous mettent aussi favoris pour cette série, hein, pour le coup. Il y a plein de choses intéressantes qui sont évoquées dans le groupe là, mais franchement, tout le monde est hypé. C'est incroyable. Et puis, bah, moi, j'ai quand même suivi un peu, aucun rapport avec notre histoire, bien sûr, hein, aucun rapport, hein, mais j'ai quand même un peu suivi ce OKC Denver, juste au cas où, pour voir un peu ce petit Game 7 qui arrive là aujourd'hui pour vous, j'imagine, quand l'épisode sera sorti, à 21h30. Mais ouais, ça va être intéressant le reste des playoffs. Et bah, nous, on sera là, toujours pour le couvrir, pour en parler, pour célébrer si ça se passe bien, ou pour vous accompagner si ça se passe mal. C'est ça. Euh, Comme toujours, vous pouvez trouver Pacers Family sur Twitter, @PacersFamilyFR, si je me trompe pas. C'est ça. Et moi, sur partout, hein. Vous pouvez trouver sur YouTube, sur Blue Sky, sur Instagram, sur Twitter, sur mon site. Je ferai du contenu régulier. Et puis voilà, on se tient au courant. Je te laisse finir peut-être. Bah, je vous remercie pour votre écoute si vous êtes arrivé jusque-là. Merci à toi pour ce pod encore une fois. Et on espère encore en refaire un dans la bonne nouvelle, hein. Ça serait vraiment énorme, hein, les finales NBA. On est à 4 victoires d'une finale NBA. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Donc, encore une fois, merci de votre écoute. Et à très bientôt. À bientôt. Go Pacers! Let's go Pacers!